Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Dans l'épisode précédent, on a parlé de notre accouchement à domicile, de ces petits rebondissements, des petits moments de stress qui, au final, étaient des moments qui prouvaient qu'on était sur la bonne voie. On a parlé du cocon de sécurité dans lequel on a été jusqu'à la rencontre de notre fille et même après, et à quel point c'était magique pour nous deux, pour nous trois même. Donc Marina est partie, la maison est redevenue normale. Ouais, c'est ça, en fait, normal, c'est ça. Et la suite, donc toi, tu étais en congé pat. J'ai repris le boulot moins de 2 semaines après l'accouchement. Ouais, c'est ça. Après, du coup, la situation est un peu compliquée, etc. Donc j'ai profité du fait qu'il y ait Marina pour me dire que Sacha serait pas toute seule. Du coup, j'ai repris le boulot pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que Marina parte. Là, j'ai repris 2 semaines de congé, puis j'ai refait 2 semaines de boulot. Et c'est seulement au mois de septembre où là, j'ai pu avoir vraiment le 30 jours complets. Ok. Et là où on en a profité pour partir d'ailleurs, pour faire nos premières vacances avec Ok. Yuna. Ouais, on est parti. Ah oui, donc les premières vacances de Yuna, c'était au bout de Deux moins mois. de 2 mois. Elle avait Elle avait- 6 semaines, 7 Incroyable. semaines. Elle avait tout juste 2 mois. On est parti 2 jours avant ces 2 mois. On est parti le 4 septembre. Elle est née le 6 juillet. Vous êtes en parti où ? Bretagne. En Bretagne ? Ok. Ouais, dans sa maison de famille Ah. en Bretagne. Vous diriez que c'était un bébé comment, Yuna ? Un bébé de pub, parce que Ouais. je pense que c'est ce qu'on m'a le plus dit. C'est Ah ouais genre, c'est, ce On qu'on- nous ce a qu'on dit qu'on le plus dit, qu'on c'est que était c'était une pub mensongère pour la parentalité. C'est ça, c'est exactement ça. On était une pub pour la parentalité. Yuna, elle a été très très facile, mais je pense que justement, comme disait, le fait qu'il y ait Marina pendant ces premières semaines, ça nous a tellement détendu, ça nous a tellement enlevé un poids que du coup, on n'était pas du tout stressé en entrant dans la parentalité. Elle nous a retiré énormément de charge mentale, comme disait Sacha. Et du coup, ça nous a laissé le temps d'atterrir, en fait, de nous rendre compte qu'on était là avec notre bébé. On n'a pas eu aussi cette transition que peuvent avoir beaucoup de gens qui accouchent en milieu hospitalier, où on passe 3 jours avec du monde autour, Ouais. on est Ça entouré. brasse, ouais. C'est ça. Si on a des questions, on a des médecins, on a des sages-femmes, on a tout. Et après, on se retrouve à la maison, et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Là, nous, on n'a pas eu cette transition-là. Du coup, on était déjà dans l'installation d'un quotidien et dans l'installation d'habitude. Et puis, il y a aussi le fait que moi, c'est mon métier, Ouais, quand même, c'est ça. de m'occuper des nouveau-nés. C'est Donc, ce en que fait, j'allais- Yuna, c'est ce que j'allais dire. je voyais tout. Tu vois, j'ai montré à Quentin tous les soins à faire. On a tout fait, tu vois, genre, c'est des trucs qui paraissent peut-être un peu idiots, mais par exemple, genre le premier bain, des trucs comme ça, genre nous, ça n'a même pas été des questions pour nous, parce qu'en fait, moi, c'était mon quotidien. Ouais, ok. Déjà, donc en fait, tout ça, je savais. J'ai expliqué à Quentin le développement de son cerveau, tout ce qu'elle savait déjà faire, comment elle communiquait. Tu vois, je lui ai montré comment la décoder. Bon, après, chaque bébé a ses spécificités qu'on a dû apprendre quand même, tu vois, mais il y a quand même des trucs communs un peu à tous. Donc, en fait, toute cette charge-là, moi, je l'avais pas de base et je l'ai communiqué à Quentin. Je lui ai partagé toutes mes connaissances Ouais. pro. Sur ce que c'est un nouveau-né, comment ça fonctionne, de quoi ça a besoin. Genre, par exemple, Yuna, on l'a portée non-stop pendant ses 6 premiers mois de vie. Ouais. Tu vois, on a eu une poussette, elle avait 7 mois. Avant ça, on l'a portée tout le temps. Et nous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire que même à la maison, toutes ces siestes étaient en portage. Tu vois, Ah ouais. les seuls moments où elle n'était pas en portage sur nous, en fait, c'était sur ses phases d'éveil. Ok. Où du coup, là, on la mettait au sol, etc. On faisait des trucs. Mais sinon, elle était tout le temps en portage. Tout le temps. Ok. Du coup, comment te dire que c'était pas un bébé très compliqué parce que c'est leur premier besoin au bébé Oui, de se oui. sentir en sécurité. C'est ça. Donc, elle dormait super bien, tu vois. Elle se réveillait pour téter, ce qui est normal, parce que c'était un nouveau-né qui a besoin de manger la nuit. Mais sinon, elle dormait trop bien. Genre, elle nous faisait des nuits 18h, 9h du mat, tu vois, où elle se réveillait vraiment juste pour téter. Ouais. Tu vois, enfin, C'est beau. c'était... Mais je pense que, en fait, ça...
on en parlera un peu plus tard, mais moi, c'est là où j'ai eu vraiment mon déclic pour ma boîte, parce qu'autour de nous, on avait des jeunes parents qui n'avaient pas tout ce bagage-là de connaissances. Les premières semaines, les premiers mois, ça n'a pas été comme ça. C'est pas si facile pour tout le monde. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais il y a un problème, quoi. Mais du coup, pour nous, ça a été fabuleux. On s'est pris des remarques un peu à droite à gauche de « Ah, mais vous la portez trop !» C'est les conseils qui rentrent par une oreille et qui sortent. Oui, et puis en plus, autant te dire que là, il s'était s'était adressé à la mauvaise personne en plus, tu vois. Donc bon. Mais ouais, en fait, on a vraiment fait ça. Enfin, on a prôné ce truc-là. Et c'est vrai que du coup, ça a été très facile au début. On était crevés comme n'importe quel jeune parent qui dort de manière hachée. Mais on n'avait pas de difficulté en soi. Fatigué mais heureux. Mais c'est ça. L'arrivée d'un bébé au sein d'un couple, ça chamboule tout. Oui. Votre vie de couple, elle a pu reprendre quand ? Au bout d'un an. La première fois qu'on est sortis tous les deux, juste pour sortir tous les deux, c'était tard, hein. Non, la première fois on est sortis juste tous les deux, Ouais. Yuna avait 2 semaines et Mais on non, allait mais- au ciné. Non, mais je sais. Mais là, on est sortis entre 2 tétés. Je te parle la première fois où, genre, vraiment, on est sortis en mode on n'a pas d'heure pour rentrer. C'était tard. C'était très, très tard, hein. Il me semble qu'elle avait plus d'1 an, hein. Ce qui a été très dur pour notre couple, nous, ça a été le fait que Quentin travaille de nuit. Ouais. Que donc, il n'était pas là la nuit, mais qu'il n'était pas là non plus une partie de la journée. Oui, parce qu'il Et doit oui, dormir parce aussi. qu'il récupère de la Ouais. nuit. Et donc, en fait, pour moi, ça a été très, très, très dur à vivre. Et j'ai fini par péter un câble, d'ailleurs. On n'a jamais eu de problème de fond. Quentin, il écoute beaucoup et il s'éduque beaucoup. Ouais. Donc, en fait, la parentalité a mis en exergue de problématiques de couple hétérosexuel dans une société patriarcale, n'est-ce pas ? Mais Quentin, il se remet beaucoup en question. Et je pense aussi qu'il y a un côté qui aime bien un peu toutes ces questions-là de sociologie. Et donc en fait, c'est ce qu'il disait au début de l'interview, on a toujours beaucoup communiqué et on a eu des moments vraiment pas faciles, hein, on va pas se mentir du tout, mais jamais ça a remis en question soit nos valeurs, soit notre parentalité, soit notre couple, à moins que je sois pas au courant. Et c'est vrai, je ne le contredirai pas. C'est horrible. Mais Mais voilà, c'est vrai sur que ça met le couple à rude épreuve, quoi. Ah oui, bah bien sûr, mais Ne serait-ce que par le simple fait que t'es plus juste un couple. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Je veux dire, enfin, Devenez des parents et c'est ça. Tout ton schéma Responsable. de relation sociale avec la personne avec laquelle t'es change complètement. Enfin, Ouais. je veux dire, le couple qui dit qu'il n'a pas été impacté par l'arrivée d'un enfant, a priori, il ment. Enfin, Oui. à lui-même ou aux autres, je ne sais pas, mais a priori, c'est... Mais après, ouais, reste que même si... Je pense qu'il y a eu des moments difficiles dans le sens où, du coup, chaque sujet autour d'un enfant devient vital et devient vraiment une question primordiale dans sa vie. Ouais. Du coup, forcément, ça prend des très grandes proportions parce que, justement, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'après, quand même, sur les grandes questions, globalement, on a toujours été assez d'accord. Et quand on n'a pas été d'accord, on a toujours réussi à échanger pour trouver un compromis qui convienne le mieux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que la vie a été assez facile avec Yuna. C'est que du coup, n'ayant pas vraiment de difficulté à trouver comment faire front commun, entre guillemets, face à cette nouveauté, je pense que du coup, ça a une source de stress supplémentaire qu'elle n'a jamais connue et qui, du coup, a fait d'elle ce qu'on appelle, entre grosses guillemets, un bébé facile, quoi. C'est ça, et puis, alors, après, on reste des êtres humains, donc on s'engueule, hein, Ouais. comme tous les couples. Normal. Parfois, on en a marre l'un de l'autre, comme tous les couples. Mais c'est vrai que, ce qu'on appelle les baby clash qu'on a pu avoir, très souvent, c'était dans des périodes compliquées de fatigue. Ouais, la fatigue, Tu ça, vois. ça rend, la fatigue, c'est fou, hein, ouais. à quel point Ça ça exacerbe impacte. absolument Ah là là, tout. c'est Le incroyable. moindre truc, ça pète. Ouais. Mm. Et c'est ça, en fait, quand on regarde un peu, les fois où on a vraiment été le plus dans le conflit et le plus à vouloir claquer la porte, quoi, c'était tout le temps dans des périodes de fatigue extrême. Soit sur des poussées de croissance, putain. Oui. Surtout que Yuna, ses poussées de croissance, elle les faisait pas à moitié, quoi. Donc soit sur des poussées de croissance, soit sur des moments de maladie de l'enfant, où du coup il y a parfois 12, 15 réveils par nuit, quoi, et t'en peux plus. Et ça dure pendant 10 jours, donc au bout de 10 jours à c'est dormir une torture, en hein. gros 30 Ah ouais. minutes par 24 heures. Ouais, c'est ça, en fait, c'est de la torture.
Et c'est à chaque fois, quand on regarde un peu avec du recul, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est dans des moments où en fait, on a été de base très vulnérables et du coup très à fleur de peau, quoi. Mais voilà, après, voilà, Quentin, il se documente beaucoup. On a forcément eu des questionnements, même par rapport à Yuna, sur la manière dont on l'éduque en tant que petite fille aussi, tu vois. Et où toutes les fois où il y a pu y avoir des sujets d'incompréhension, en fait, Quentin, il se rend vite compte que c'est parce que en fait, il sait pas. Ouais. En fait, tout bêtement. Et du coup, il va se renseigner. Je sens que je suis dans une relation où je sais que ma fille, elle est respectée. Et c'est cool parce que nous, en grandissant, on ne l'a pas été en vrai. Même si les adultes qui nous entouraient pensaient qu'ils nous respectaient, en vrai, ils ne nous respectaient pas. Ouais. Et donc ça, c'est cool. Les premières fois où j'ai dit à Quentin, par exemple, moi, je ne veux pas éduquer Yuna par la peur. Même sur des tout petits trucs, hein, genre mets tes chaussures, sinon on va pas au parc, tu vois. Ouais. Moi, ça, c'est pas possible. Et je lui avais dit, moi, j'avais peur de mes parents. Enfin, mes parents sont merveilleux, hein. Ils ont plein de qualités, mais je peux pas renier le fait que quand j'étais petite, j'avais peur d'eux, tu vois. Et donc, et moi, je veux pas ça. Je veux jamais que ma fille se dise qu'elle a peur de moi ou qu'elle a peur de nous. Donc ça fait partie des sujets qu'on avait eu beaucoup, sur lesquels on était d'accord. Ça te force à regarder ta propre enfance. Puis ça te force du coup à être parfois en conflit avec tes proches, parce qu'il faut que tout le monde soit raccord là-dessus. Puis tu remets un modèle qui est plutôt commun. Tu le remets Tu le remets en ouais. question, bien sûr. Et ça a pas toujours... Alors, je dis pas que ça a été mal accueilli, mais par contre, il y a une partie de nos proches qui ont été dans l'incompréhension pendant très longtemps, hein, à nous dire tu me saoules avec tes Ah ouais. tu me saoules avec tes principes, ou tu me saoules machin, tu vois, genre le fait de pas faire de bisous à notre fille si elle veut pas, tu vois, par exemple, tu vois, genre ce genre de truc où t'es là, mais sans oublier le grand classique, nous on a fait comme ça et vous êtes pas morts. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis juste traumatisée à vie. De toute façon, on peut plus rien dire. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Et, Ouais. mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux déjà parce que je pense que notre entourage a compris que quand il était question de notre fille, on était devenus vraiment des gens impitoyables. Intransigeants. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, moi j'aime beaucoup impitoyable. Mais moi j'aime bien impitoyable parce que c'est vraiment ça. Genre en fait, je laisse pas place à la discussion. Quand il s'agit de l'éducation de mon enfant, personne n'a son mot à dire à part Quentin. Quentin est la seule personne qui peut venir me dire bah voilà, ça sur l'éducation, je suis pas d'accord. Quelqu'un d'autre, non, c'est mort en fait. Genre il y aura jamais place à la discussion, jamais. On est d'accord. Tu vois, et ça parfois ça a pu être compliqué. Parfois ça a pu être compliqué, mais je pense que aussi un des trucs qui a peut-être un peu aidé là-dessus, je le vois beaucoup par exemple à travers ma mère, qui souvent était là, mais je comprends pas pourquoi vous faites comme ça, mais moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait ça, mais vous êtes chiant avec vos principes, mais qui justement plus le temps a passé et plus elle a vu comment Yuna évoluait, elle a fini par me dire mais en même temps je vais arrêter de vous dire des trucs parce que vous faites du super boulot en fait, je dirais on voit le résultat de vos décisions, de votre façon de voir et de faire les choses avec elle. Du coup ok, vous faites pas comme nous on a fait, mais ok, ça marche. Je dis pas qu'à chaque fois elle comprend toujours et qu'elle accepte toujours tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on fait, mais je pense que Yuna se suffit à elle-même pour dire que le modèle parental qu'on essaie de lui appliquer, qui justement ne passe pas par la peur, la menace, la punition, etc., au final, ça marche mieux, ça marche tout court, voire ça marche mieux que d'autres méthodes plus agressives, je dirais. Voilà, je pense que des mômes de 2 ans qui rangent leurs livres quand on leur demande sans que ça parte en guerre. C'est révélateur quand même. Ou même qu'ils nous disent, Yuna, elle arrive à nous dire quand elle a vécu des situations qui l'ont mise mal, même mal à l'aise, elle arrive à nous le dire. Ouais. Et voilà, qui est pas peur de dire un truc tout bête qui m'est arrivé il y a quelques jours, mais je lui montrais un livre avec des cherche et trouve. Et je lui montre un objet, elle me dit ça c'est un cartable, ça c'est un bureau, ça c'est machin. Et je lui montre une trousse. Et là, elle me dit ça, c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. et je me suis dit, mais c'est super drôle. C'est que vraiment, je vois plein de gamins prêts à dire tout et n'importe quoi juste pour dire quelque chose. Et je pense que justement, c'est une réaction peut-être au fait de cette peur peut-être qu'ils peuvent avoir. Alors qu'elle, pour le coup, quand il se passe quelque chose, ou quand elle comprend pas quelque chose, ou justement, elle a aucune appréhension à poser des questions, à essayer, à tester, parce que elle sait que s'il y a un danger, on lui dira et elle le comprendra. Et s'il y a des choses à aller chercher ou des choses à apprendre, elle ira les chercher. Ouais. Et c'est ça. Et puis, elle est téméraire. En fait, on essaie de lui montrer qu'elle est notre égale. Tu vois, quand vous êtes arrivés, vous avez vu dans notre couloir, le placard de notre couloir, il est bien décoré. Hein. Oui, il est artiste. Ouais, il est artistique. Hein. En fait, à la base, elle a dessiné sur les murs.
Et là, moi, j'étais pas d'accord qu'elle dessine sur les murs. Et sauf qu'elle, elle voulait dessiner à la verticale. Et du coup, on a trouvé un compromis. Je lui ai dit, regarde, les portes du placard, maman, elle les déteste. Et elle s'en fiche. Et je lui ai dit, là, t'as le droit de dessiner. Mais par contre, tu dessines pas sur les murs. Et elle dessine jamais. Depuis, elle a plus jamais dessiné sur les murs, elle dessine sur les portes du placard. Et donc, en fait, on a toujours été dans cette approche-là. Tu vois, genre, à l'époque où elle jouait avec les prises électriques, on lui a mis à disposition des prises électriques pas branchées sur secteur pour elle. Et on lui a dit, celle-ci, tu peux. Les autres, tu peux pas. Celle-ci, tu peux. Et maintenant, quand elle veut brancher, par exemple, tu sais, sa veilleuse lapin, elle nous appelle pour qu'on aille la brancher. Mais par contre, c'est du taf. Ouais. Ça par contre. Par contre, c'est du taf, mais nous, on est trop contents parce que c'est vrai qu'on a une petite fille qui est ultra curieuse de tout. Tu vois, genre, par exemple, elle mange de tout. De tout. Elle veut tout le temps tout goûter, elle mange tout le temps de tout. Et on est passé forcément par une période où elle en foutait partout. Et genre, vraiment partout. Et puis ça dure longtemps en plus. Et elle dure longtemps, cette période. Et là, tu vois, je me rappelle, on est passé par une phase où nos proches, ils comprenaient pas pourquoi on lui donnait pas, ou pourquoi, tu vois, on lui disait, jette pas par terre, machin. Mais parce que nous, on savait qu'en fait, ça faisait partie de sa phase de son développement et qu'on le veuille ou non, ça allait arriver. Donc, il valait mieux que ça arrive à 8 mois plutôt que ça arrive à 4 ans. Et en fait, tu vois, ça fait partie des choix qu'on ne regrette pas du tout parce que actuellement, même quand elle mange de la semoule, on n'en ramasse plus par terre. Alors que même moi, j'en mets à côté. Non mais je te jure, c'est assez fou. Et puis elle est très autonome. Elle se met à table toute seule. Quand elle a fini de manger, elle me fait trop rire. Elle me dit maintenant je sors de table comme ça. Tu vois. Elle s'auto-régule à mort là-dessus. Enfin tu vois, pour nous ça a été ultra important ça. Et en fait on essaye de lui montrer que alors on n'est pas laxiste. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels on est intransigeant bien évidemment. Mais en tout cas on veut lui faire comprendre qu'à la maison elle a une voix et qu'elle est au même niveau que nous. En fait on est tous pareils. C'est surtout que, en gros, elle comprend que ce à quoi elle est obligée, elle n'est pas obligée parce qu'on a décidé comme ça, sorti de notre chapeau, c'est comme ça que ça va se passer. On lui explique systématiquement les conséquences des choses qu'elle fait. Pendant 6, 7, 8 mois peut-être, à chaque fois qu'on traversait la route, on lui prenait la main, à chaque fois on lui disait, tu vois, là, il y a les bandes blanches par terre, il y a les voitures qui peuvent passer, tu vois la voiture, tu la regardes passer. Et du coup, à chaque fois on lui disait, voilà, donc c'est dangereux, donc il faut donner la main, etc. Elle n'a pas traversé une route de ses 1 an à ses 1 an et 8 mois, mais à chaque fois qu'on passait devant, on lui expliquait, on prenait le temps. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui dire. C'est dès qu'on passe à côté d'une route, elle regarde, papa, regarde, il y a la route, qu'est-ce qu'on fait du coup ? On donne la main. Ok, on donne la main, elle donne la main et elle traverse. Et c'est jamais une bataille, c'est jamais une... Du coup, tu vois, pour nous, c'est jamais une angoisse qu'elle marche dans la rue toute seule, parce qu'elle refuse qu'on lui tienne la main sinon. Quand elle était toute petite, ou pour la plupart des gens, c'est un bébé, ça n'a pas d'opinion. Tu vois, en fait, moi, j'avais lu une étude 3 mois avant, comme quoi, en fait, un bébé de 3 mois, ça fait des choix déjà. Ça fait des choix de préférence. Et du coup, nous, en fait, on est toujours parti du principe que elle sait peut-être pas parler, elle sait peut-être pas marcher, mais en fait, elle sait faire plein de trucs. On faisait les signes aussi beaucoup. Tu sais, on signait beaucoup. Ouais. Les premiers signes qu'elle nous a fait, Yuna, elle avait 7 mois. C'était quoi ? C'était musique. Le premier, musique. c'est musique. Oui, c'est quoi le signe de musique ? C'est comme ça. Désolé pour les auditeurs, mais... Ah, ok. Ouais. Et elle nous faisait... Dès qu'elle entendait de la musique, on la voyait, et tout d'un coup, ses mains, elle faisait comme ça. Okay. Donc, elle comme un chef d'orchestre qui donne le tempo, quoi. C'est ça. Après, il y a eu effectivement le encore, mais avant ça, il y a eu le papa. C'est quoi, papa ? Papa, c'est comme ça. Mais bon, elle faisait comme ça. Okay. Parce que elle avait 8 mois, donc la motricité fine, c'était pas... Voilà. Ouais. Donc, elle faisait comme ça, donc elle mettait sa main au coin de la bouche dès qu'elle voyait son père. Plein de trucs comme ça, où pareil, au début, quand elle avait 2 mois et qu'on signait déjà avec elle, nos proches, ils nous regardaient genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Ah ouais, mais en fait, c'est le début de l'éducation, c'est le début de l'apprentissage, quoi. Non, puis surtout, c'est quand elle a commencé... Encore, c'est fou. Hein, quand elle commençait à parler, où elle nous disait « encore ça, encore ça, encore ça ». Et quand on répondait pas, c'était « mais encore ça ». Enfin, t'entends pas ce que je te dis. Donc tu nous disais là, tout à l'heure que par essence c'est né quand tu voyais les autres parents autour de toi galérer alors que toi en fait tu avais les connaissances qui faisaient que tu galérais moins. Comment ça a démarré ce projet ? En fait, du coup, les soucis sur les prises en charge du postpartum, je les connaissais depuis longtemps, mais tu sais, c'était pas concret. Je pense que tant que tu le vis pas, c'est pas concret. Donc j'avais beau savoir qu'il y avait un problème et qu'il fallait peut-être que quelqu'un fasse quelque chose, comme je me sentais pas concernée, et voilà. Mais du coup, quand j'ai eu Yuna en même temps que des proches autour de moi qui ont eu leurs enfants plus ou moins avant, plus ou moins après. Et en fait, en discutant avec eux,
Le constat que j'ai fait, c'était qu'une bonne grosse partie de leur stress au quotidien, c'était lié au fait qu'ils ne comprenaient pas forcément tout ce qui se passait avec leur bébé, et tout ce qui se passait chez eux, et tout ce qui se passait dans leur couple. Et en fait, un jour, je suis allée chez une amie qui avait un bébé à peu près du même âge que Yuna, et en fait, on les pose l'un à côté de l'autre, et là, Yuna, elle commence à ouvrir la bouche et à tourner la tête des deux côtés, sauf qu'elle venait de bouffer, donc je savais qu'elle n'avait pas faim, et donc du coup, je lui ai donné sa tétine. Et là, ma pote me dit « Ah, mais toi aussi, ton bébé fait ça ?» Et du coup, je l'ai regardé, je fais « Bah oui. » Il me dit « Mais moi, je pensais qu'il avait un problème, mon bébé, de faire ça. » Et du coup, je lui dis « Non, je lui dis c'est juste qu'elle cherchait à téter, en fait. Mais juste, comme elle connaissait pas, si tu veux, les signes de succion, moi, je m'étais jamais posé la question, tu vois, c'était tellement automatique. En fait, du coup, pour elle, c'était un stress. Ouais. Et en fait, là, j'étais là, genre « Ah non, mais ça va pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas normal. » Et on était en Bretagne. Cette même amie m'appelle. Elle était pas bien du tout. Et donc, du coup, moi, je pouvais pas faire grand-chose depuis la Bretagne. Donc, j'ai appelé Marine, qui, à la base, est une collègue de Réa, qui est bien sûr devenue une de mes amies les plus proches. Elle est puéricultrice, elle. Donc, en fait, elle a moi, je suis pas puéricultrice. Moi, j'ai appris tout sur le terrain. J'ai toujours fait de la pédiatrie, mais j'ai tout appris sur le terrain. Donc, en fait, Marine, en plus de très bien travailler, elle a une expertise de connaissances théoriques par ses études que moi, j'ai pas aussi. Et donc, c'est une vraie plus-value. Vous êtes complémentaires. Pour nous, ouais, c'est ça, exactement. Elle a des connaissances plus techniques sur certains points que moi et on en a besoin chez Parasense, tu vois. Du coup, c'est elle que j'ai appelée. Et je lui ai dit, écoute, tu connais pas ma pote, elle ne te connaît pas. Je lui ai dit, mais en fait, là, elle peut pas rester toute seule, il faut que quelqu'un aille la voir. Et du coup, elle est partie la voir entre deux gardes. Elle est partie la voir chez elle. C'est hyper sympa. Hein. En fait, ouais. Franchement. Mais, et en fait, ce même jour, j'ai appelé Marie, mon autre associée, qui est une amie de très longue date, qui elle n'est pas du tout dans le médical, ni dans ce milieu-là de base, mais je savais que si je faisais un business ou si si j'avais une idée que vraiment je voulais mettre en route, c'était à elle qu'il fallait que je demande. Elle est, plus précisément, elle est UX, UI designer, donc en fait elle fait de la recherche utilisateur. Et donc je savais qu'elle avait les clés de tout un monde que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Et puis même, en dehors de ça, elle a une personnalité qui me plaît, bref, c'est ma meilleure pote, quoi, c'est pas pour rien. Et du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit, écoute, Marie, voilà, je lui ai dit, écoute, il y a ces problèmes-là et moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour résoudre ce truc-là. Et genre, elle a même pas hésité une seconde, elle m'a dit, ok, go. Et je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, par contre, je voudrais qu'on propose à Marine aussi, donc elle la connaissait pas beaucoup à l'époque. Et donc, je lui explique pourquoi, et elle m'a dit, bah, ok, go. Et donc, en fait, on s'est posés toutes les trois, et on s'est dit, ok, bah, il y a ces problématiques-là, comment on va les résoudre? Et donc, au début, on avait pensé à faire Donc, on a fait de la recherche, donc c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'interviews, on a fait circuler des questionnaires. En fait, on savait les problématiques, mais on voulait vraiment, tu sais, une preuve chiffrée qu'on n'était pas sur la mauvaise voie. Une confirmation. Voilà, c'est ça. Donc pendant plusieurs mois, on a fait ça nous a pris du temps. Et puis de cette recherche-là, en fait, on a créé du coup des accompagnements qui se passaient sur plusieurs mois pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Mais en fait, ce format marche pas parce que on s'est confronté à un mur qui est que tous ceux à qui on parlait qui avaient déjà eu des enfants, ils nous disaient tous « Ah, si vous aviez existé pendant ma grossesse, ça aurait été génial, etc. etc. » Mon premier enfant. C'est ça. Sauf que quand on allait exposer ce qu'on faisait aux parents qui étaient en attente d'un enfant, en fait, pour eux, c'est tellement pas concret du tout qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de nous. Et ils comprenaient pas? Non, pas du tout. Et donc, normal. en fait, on était là, mais en fait, comment on fait pour résoudre ce truc-là? Et du coup, on a intégré un incubateur de start-up qui s'appelle Willa. On a intégré celui-là en particulier parce que Marie, elle avait déjà eu un premier contact parce qu'elle avait travaillé pour une start-up qui avait été incubée chez eux. Et Eve Simonet était incubée chez eux aussi. Donc, du coup, on voyait par elle comment ça se passait aussi. On est allé chez eux parce qu'ils incubent des startups qui sont initiées ou co-initiées par des femmes.
Et en fait, quand on est allé chez eux, en fait, on s'est pris quelques petites claques qui sont... heureusement qu'on se les ait pris. Mais en gros, on a discuté avec plusieurs gens de plusieurs milieux qui, en gros, nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dit qu'en fait, ce qu'on proposait, c'était génial, mais qu'on avait 10 ans d'avance. Et que, en fait, il fallait d'abord une prise de conscience de la population générale. Et que ça relevait d'une campagne de santé publique. Et que nous, on n'est pas du tout... on peut pas faire ça. Et du coup, on s'est dit, ok, comment on va faire ? On est parti sur un nouveau modèle qu'on est en train de développer en ce moment, où en fait, on a créé des packs vidéo de e-learning qui vont permettre aux parents d'avoir tout notre savoir qu'on veut leur communiquer en vidéo sur des modules, donc c'est des vidéos assez courtes, et donc l'idée c'est qu'ils puissent les regarder quand ils veulent et quand ils peuvent, aussi surtout, et sur des sujets spécifiques qui leur parlent. Donc du coup on est en train de travailler là-dessus, donc on est en tournage de ces packs vidéo actuellement, donc en fait c'est nos accompagnements qu'on faisait sur plusieurs mois à la base, qu'on a mis en fait en vidéo. Et en plus de ça, on propose quand même, parce que nous, tu sais, à la base, on est infirmière, on aime le contact avec les gens. Et donc, on propose aussi des rendez-vous à domicile de 2 heures. Soit les parents nous demandent sur une problématique qui est spécifique, soit ils ont plein de questions et besoin qu'on réponde à leurs questions. Et du coup, on passe 2 heures à faire ça. Et donc ça, c'est un format qu'on aime beaucoup parce que nous, on adore ce contact-là. Et puis en plus, oui, et puis en plus, tu sais, chaque bébé est différent, chaque parent est différent, chaque mode de vie est différent. Et du coup, nous, ça nous permet de proposer des solutions qui sont vraiment adaptées. Tu vois, pas un truc un peu générique où c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, tu là, vois, c'est vraiment adapté à tel il y a la bébé, vraie vie, quoi. Ouais. pas aux autres, parce que du coup, celui-là, C'est il ça. fonctionne comme ça. C'est ok. ça. Et ça, c'est un format qu'on aime aussi beaucoup parce qu'on se le fait... Enfin, parfois, on est offert en cadeau de naissance. Trop Et bien. ça coûte combien les packs ? Vous savez déjà à peu près combien ça coûtera ou... Non. Par contre, nos consultations à domicile, donc on se déplace à domicile pendant 2 heures et ça coûte 90 €. Et on est sur toute l'Île-de-France. Et si on n'est pas sur l'Île-de-France ou pas sur Paris, on les fait en visio aussi. Et en visio, c'est 70. Par essence, ça vient d'où ? C'est quoi ? Alors en fait, on voulait... Matrescence. J'ai pensé à matrescence, moi. Oui, en fait, on voulait... c'est un mot qu'on a inventé, que Quentin a inventé. En fait, il y a 2 concepts qui existent. Il y a le concept de la matrescence et le concept de la patrescence, qui ont été des concepts qui ont été développés à l'Université de Columbia. Et qui, en gros, parlent non seulement de ce qui se passe d'un point de vue psychologique, mais en fait, tu sais, quand tu deviens parent, ton cerveau, il change vraiment de structure. Ouais. Voilà. Comme l'adolescence. Exactement. Ouais. Et donc, nous, on voulait un mot qui parle, qui rappelle ça, cette crise identitaire-là, mais qui soit commun, en fait, qui soit non-genré. Et donc, c'est pour ça que Quentin a trouvé par essence, parce que du coup, tu sais aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux. Et même notre logo, c'est le conjoint de Marie qui nous l'a dessiné. Et notre logo, c'est deux personnes en une qui tiennent un bébé. Et tu peux pas dire si c'est des femmes ou des hommes, ou tu peux pas. Ok. Enfin, il y aurait pas par essence aussi sans Quentin. Quand Ouais. j'ai dit à Quentin que je quittais l'assistance publique, Ouais. que du coup je me retrouvais dans une situation instable, etc. Enfin, ça fait 2 ans que c'est Quentin qui gère le foyer en termes de piliers, tu vois. Je pourrais pas faire ce projet pro si derrière Quentin il croyait pas aussi au projet, et si c'était pas, tu vois, genre, il sait que je suis militante à fond, mais pour moi c'est aussi un moyen pour lui de faire sa part de militantisme là-dedans, tu vois. Enfin, voilà, je pourrais pas faire par essence. Merci, si Quentin. Non, mais moi je fais ça uniquement parce que mon modèle familial c'est la famille des années 50. Mère qui ramène Voilà. l'argent. Donc, comme quoi le patriarcat c'est pas si mal. Non, t'es ma boule. Fais attention. Hein. Non, mais faut bien admettre que, qu'il y a ce truc-là. Tu vois, le mois prochain, je sais pas quel salaire j'aurai. Tu vois, je sais pas si j'aurai un salaire, je sais pas, tu vois. Et lui, Quentin, il a cette constante-là qui est top, mais du coup, tu vois, il comble, il fait des heures sub, etc. Enfin, voilà, donc c'est pas facile. Tu vois, il est passé de jour aussi pour ça. Il travaille plus de nuit, Quentin. Il est passé de jour parce que avec son travail de nuit, moi, je pouvais pas faire ma boîte.
Ouais. En fait, c'était pas possible, c'était pas compatible. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que j'espère que je pourrai très vite te le rendre. Non, mais après. Non aussi- pas qu'on compte les points, mais tu vois, il y a Non, ce... heureusement. Mais. Arrête. Il y a un Tu vas déséquilibre, te c'est ça? calmer, oui. Il y a un déséquilibre aujourd'hui, c'est ça? Bah, il y a un déséquilibre sur la charge financière du foyer, Ouais. c'est sûr. Ah bah oui, bien sûr, c'est évident. Oui, Ok. c'est évident. Et après, on fait tous les deux des sacrifices sur nos tafs respectifs. Ouais. Mais c'est Quentin actuellement qui prend plus parce que faut que je lance. Mais du coup, on s'est donné une date limite avec les filles. Tu vois, il y a un moment aussi où il y a la vie, quoi. Donc on a une date limite. Voilà, je vais pas faire de l'entrepreneuriat pour le plaisir s'il y a un moment où c'est plus possible, quoi. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Sacha et Quentin de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. C'était vraiment top. Chez On a vous, passé en un plus, super à moment. Paris. Ouais. Ouais. C'était vraiment chouette. Ouais. En plus, avec un chat, Lilo. Les enfants sont bien gardés. L'enfant est bien gardé. Ouais. Elle est très bien gardée. Et merci beaucoup, c'était chouette. Bah, T'as c'était apprécié, avec toi grand plaisir. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Bah, c'était trop cool. Merci Regardez, beaucoup. il est tout gêné. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!